bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait rêver, les prop firms. Ah oui, le grand rêve du trader. Exactement. Le concept est, il faut le dire, hyper séduisant. Une société qui vous confie un capital énorme, parfois des centaines de milliers d'euros. Et vous gardez une grosse partie des profits. Voilà, le tout sans jamais risquer votre propre argent. C'est la promesse d'une carrière de trader pro à portée de clic. C'est une promesse en or, c'est vrai, mais les sources qu'on a analysées, elles dressent un tableau beaucoup plus brutal. Ah oui, Oui, le chiffre clé, celui qu'il faut vraiment poser tout de suite, c'est qu'environ 90% des traders qui tentent l'aventure, eh bien ils échouent. 90%? Et bien souvent dès leur toute première tentative. Le chiffre est vertigineux, ça me paraît énorme. Ça ne peut pas vouloir dire que 9 traders sur 10 sont foncièrement incompétents. Non, bien sûr que non. Quand on regarde un peu sur les forums, les explications, c'est souvent manque de stratégie, mauvais timing, certains crient même à la manipulation. Oui, les raisons habituelles. Mais ce que nos sources suggèrent, c'est que la raison de cet échec massif est ailleurs. Elle n'est pas seulement chez le trader, mais dans la conception même du système. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. C'est précisément l'angle mort pour la plupart des gens. Pour comprendre cet échec, il faut vraiment déconstruire la mécanique et, surtout, le modèle économique de ces entreprises. Le modèle économique, d'accord. Et on va voir que le conflit d'intérêts n'est pas un accident. Il est au cœur même du réacteur. D'accord. Alors, allons-y. Ouvrons le capot. Première question, la plus simple. Comment une propre firme gagne de l'argent? Parce que le marketing nous vend l'idée qu'elle se paye sur les gains des traders talentueux. Ça, c'est la façade. C'est la belle histoire. D'accord. La réalité, d'après nos sources, est très différente. Le moteur économique principal de la plupart de ces firmes, ce n'est pas le succès des traders. Ah non? Non. C'est leur échec. Carrément. Les revenus viennent majoritairement des frais que les traders paient pour passer les challenges, les tests d'entrée. Et aussi des frais pour réinitialiser leur compte après un échec. Ce qui arrive tout le temps. Donc le modèle est alimenté par un flux constant de perdants, si on peut dire? De candidats qui échouent et qui paient pour retenter leur chance. C'est exactement ça. Attends, je vais être sûr de bien comprendre. On pourrait dire que c'est un filtre, non? Un filtre ultra sélectif pour ne garder que l'élite, le top 1%. C'est l'argument marketing. Mais il ne tient pas face à l'analyse financière. Pourquoi? Parce que c'est ce que la source appelle un conflit d'intérêts structurel. Dans un modèle sain, les intérêts de l'entreprise et du client sont alignés. Logique. Ici, ils sont opposés. Prenons un exemple chiffré, très simple. Imaginez 10 traders. Chacun paie 300 € pour un challenge. La firme encaisse tout de suite 3 000 €. D'accord. Si 9 d'entre eux échouent, ce qui correspond aux statistiques, l'entreprise est déjà rentable. Elle n'a même pas encore eu à payer le moindre centime de profit au seul qui a réussi. Son profit est décorrélé du succès de ses clients. Il est même inversement corrélé. Plus les traders échouent, plus elles gagnent. Vu comme ça, c'est implacable. En effet, le modèle économique a besoin d'un taux d'échec très élevé pour fonctionner. Voilà. Et j'imagine que c'est là que les fameuses règles du jeu entrent en scène, pour garantir ce résultat. On y vient. Sur le papier, elles ont l'air pro pourtant. Un objectif de profit de 8 à 10% et une perte maximale, le drawdown, du même ordre. Ça semble équilibré, 1 pour 1. Où est le piège? Le piège n'est pas dans ces deux chiffres seuls, il est dans les contraintes qui les entourent. C'est-à-dire? La première, c'est le drawdown journalier. Vous n'avez pas le droit de perdre plus de 4 ou 5% en une seule journée. D'accord, ça limite les mauvaises journées. Exactement. Et la seconde, qui est la plus critique, c'est la limite de temps. Vous devez atteindre ces plus 8% en 30, parfois 60 jours. C'est cette combinaison qui crée un déséquilibre risque-rendement complètement artificiel. Ok, donc ce n'est pas juste faire plus 8% avant de faire moins 8%. C'est plutôt faire plus 8% très vite, sans jamais avoir une seule mauvaise journée à moins 5%. C'est ça. Et ça change absolument tout. Pour atteindre une telle performance en si peu de temps, un trader est forcé de prendre des risques beaucoup plus importants qu'en temps normal. Il doit être agressif. Très agressif. Il doit chercher des gains rapides, importants, mais en même temps, la règle du drawdown journalier lui interdit la moindre erreur. C'est une injonction paradoxale. Sois agressif, mais ne te trompe jamais. Mathématiquement, ça paraît très difficile à tenir. C'est extrêmement improbable. Et j'imagine que cette équation impossible devient une vraie cocotte-minute psychologique. Tout ce qu'on apprend sur le trading rentable, c'est la patience, la discipline, suivre son plan.
Et le cadre des prop firms vous force à faire l'exact opposé de tout ça. La patience naît. Vous n'avez pas le temps. Le chrono tourne. La discipline, née. Très difficile quand vous approchez de la fin du mois et qu'il vous manque 2%. Vous commencez à faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre la configuration parfaite, vous devez produire du résultat, tout de suite. C'est un environnement qui est fait pour faire dérailler n'importe qui. Même les plus entraînés. C'est comme dans un jeu vidéo, vous savez. Plus on est proche du game over, plus on fait des erreurs stupides pour essayer de l'éviter. C'est la même mécanique. Oui, et les sources listes, les conséquences directes. C'est le catalogue des pires comportements en trading, l'overtrading. Prendre des positions à tort et à travers juste pour faire quelque chose. Et le fameux revenge trading, cette envie de se venger du marché juste après une perte. En doublant la mise pour se refaire tout de suite. L'abandon total du plan de trading. C'est la fin de toute logique. Ce qui est fascinant, et un peu tragique, c'est que la source insiste sur un point. Des traders techniquement compétents, qui sont rentables sur leur propre compte, échouent massivement dans ce cadre. Donc, on ne teste pas leurs compétences techniques, en fait. Non. On teste leur capacité à résister à un environnement psychologiquement toxique. Et très, très peu de gens y arrivent. Ça nous amène à ce qu'un des articles appelle l'un des pièges les plus destructeurs. L'erreur que presque tout le monde fait. Ah oui, celle-là est fondamentale. C'est quand le trader se met à adapter son trading, non plus au marché, mais aux règles du challenge. C'est une distinction qui est absolument cruciale. Le trader ne se demande plus quelle est la meilleure décision à prendre par rapport au marché. Non, il se demande Il se demande quelle décision va me permettre de valider l'objectif ou d'éviter d'être éliminé avant ce soir. et donc il se met à forcer des trades qui ne sont pas bons. Exactement. Il va trader en dehors de ses heures habituelles parce qu'il faut jouer. Ou pire, il va augmenter massivement la taille de ses positions en espérant un coup de chance. Un home run qui valide le challenge d'un coup. La source résume ça avec une phrase très forte. Il ne trade plus le marché, il trade les règles de la prop firm. Et en faisant ça, non seulement ils vont droit vers l'échec, mais en plus ils désapprennent les bonnes habitudes. Le trading pro, c'est un marathon. Patience et gestion du risque. Voilà. Le trading de challenge, c'est un sprint suicidaire. Et en s'entraînant au sprint, on oublie comment courir le marathon. C'est une déformation des compétences qui peut être dévastatrice. D'accord. Donc, on a un modèle économique basé sur l'échec, des règles qui créent une pression immense, et comme si ça ne suffisait pas, les sources parlent aussi de restrictions techniques, celles qui sont dans les petits caractères. Oui, et elles sont loin d'être anodines. Beaucoup de firmes interdisent de trader pendant les annonces économiques. Les news, oui. D'autres proscrivent des techniques comme le hedging. Le hedging, juste pour être clair, c'est bien la technique de couverture, prendre une position inverse pour limiter la casse. L'interdiction du trading abusif. Une notion volontairement très floue. Abusif, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Précisément. Officiellement, c'est pour promouvoir un bon trading. En réalité, ça donne à la firme un pouvoir total. Si un trader trouve une méthode un peu originale, même rentable, qui ne leur plaît pas, Ils peuvent le disqualifier. voilà, sur la base du trading abusif. Le trader est en permanence sur un siège éjectable. C'est un rapport de force qui est complètement déséquilibré. Et il y a une autre révélation technique, peut-être la plus choquante. Ah, je vois où vous voulez en venir. Une grande partie de ces challenges, et même des comptes financés, se déroulent en environnement simulé. En clair, c'est de la démo. C'est un point absolument fondamental. Le trader pense qu'il opère sur le marché réel, mais ses ordres ne sont jamais transmis. Donc la firme gère tout en interne. Et là, tous les coups sont permis. On observe des phénomènes de slippage anormaux, c'est-à-dire que le prix exécuté est toujours un peu moins bon que le prix affiché. Toujours en défaveur du trader, bien sûr. Toujours. Ou des ricotes, quand la plateforme refuse un ordre. Pour des styles de trading très rapides comme le scalping, ces conditions dégradées rendent la performance presque impossible. Le terrain de jeu est faussé. L'accumulation de tout ça doit être dévastatrice. Parce qu'un échec, ce n'est pas juste les 300 € d'inscription qu'on a perdus. Non, c'est un coup direct à la confiance, à la motivation, C'est le début d'un cercle vicieux, j'imagine. complètement. Après 1, 2, 3 échecs, le trader commence à douter de sa stratégie, même si elle était bonne à la base. Il se met à changer de méthode toutes les semaines. On appelle ça le strategy hopping. Son trading devient purement émotionnel. Voilà, il n'est plus là pour gagner, il est là pour survivre, pour ne pas se faire éliminer. Et comme le dit très bien une des sources, dans cet état d'esprit de survie psychologique, la performance est juste impossible. On ne peut pas prendre de décision rationnelle quand on est en mode panique. Impossible. Et au final, les chiffres confirment tout ça. Quand on compile les données,
c'est sans appel. Pour la majorité des firmes, moins de 10% des participants passent la première phase. C'est déjà très peu. Moins de 3 à 5% atteignent un payout, un vrai paiement. Et la part de ce qui reste profitable sur le long terme, au-delà de 6 ou 12 mois, elle est infime, probablement moins de 1%. Donc ça ne peut pas être un hasard. Ce n'est absolument pas un hasard. Ce ne sont pas des chiffres qui prouvent que 95% des gens sont nuls. Ils sont la conséquence mathématique et psychologique attendue du système. La machine est construite pour produire ce résultat. C'est sa fonction. Si on fait la synthèse alors, l'échec massif des traders chez les prop firms, ce n'est pas lié à leur incompétence. C'est le produit d'un système. Un système où tout est fait pour favoriser l'échec. Le modèle économique, les règles du jeu qui créent un désavantage statistique, une pression psychologique insoutenable et un environnement technique qui peut être manipulé. Tout à fait. Et la source conclut en opposant cet environnement à ce que recherche un vrai trader professionnel pour construire une carrière. C'est-à-dire... Un pro, il a besoin de liberté pour appliquer son plan sans contrainte de temps. Il a besoin de cohérence, d'un contrôle total sur son risque. Et d'une vision à long terme. Exactement. Et tous ces piliers d'une carrière saine sont précisément ce que le modèle des propres firmes, par sa nature même, supprime. Pour finir, je crois que la pensée la plus forte de notre analyse, celle qui résume tout, vient d'une phrase d'un des documents. Je pense que je vois laquelle. Je la livre telle qu'elle, pour y réfléchir. Un système où 90% des participants échouent n'est pas un test de compétence. C'est un modèle économique. C'est puissant. C'est une idée qui pousse à s'interroger, bien au-delà du trading d'ailleurs, sur la nature des environnements dans lesquels on choisit d'évoluer pour atteindre nos objectifs.